Imaginez-vous dans un train. Les objets extérieurs semblent avancés. Est-ce le train qui bouge ou est-ce le monde qui se met en scène? Le train ne semble pas bouger et même cet avion dans le ciel semble immobile. Et pourtant tout bouge, et très vite. De la position à la trajectoire, en passant par les repères orthogonaux, nous allons explorer les définitions des concepts de base pour décrire le monde des mouvements. Tout d'abord, vous avez vu avec l'exemple du train qu'il est indispensable de définir un référentiel, c'est-à-dire le cadre de référence à partir duquel nous observons et mesurons les mouvements. Pour mieux comprendre, imaginez ce référentiel comme la caméra qui a été utilisée pour suivre le mouvement de l'objet. Si la caméra est à l'intérieur du train, le référentiel est le train lui-même. Les objets à l'extérieur semblent bouger, même si c'est le train qui se déplace. Donc le choix du référentiel influence notre perception du mouvement. Si la caméra est à l'extérieur de la voiture, le référentiel sera différent, peut-être le plancher des vaches, et l'on observe que le train est en mouvement. On parle de référentiel terrestre, c'est-à-dire que le référentiel est lié à la surface de la Terre. Cependant, il convient de noter que la Terre est en mouvement, tournant sur son axe, mais même aussi orbitant autour de la Terre. Si l'on veut étudier des mouvements très précis comme les satellites ou des mouvements à vitesse très élevée, on peut choisir le centre de la Terre comme origine du référentiel. C'est ce qu'on appelle le référentiel géocentrique. Et puis, si on veut étudier l'orbite de la Terre, on peut prendre un référentiel céleste comme centre, ça peut être le Soleil, ça sera le référentiel héliocentrique. On parle aussi de référentiel de Copernic ou de Kepler. Les étoiles, comme l'étoile polaire ou Vega, sont très loin de nous et donc on les considère comme fixes. À ce référentiel, on va associer un repère, c'est-à-dire un ensemble d'axes. Alors ces axes, on peut les voir comme des flèches. Les axes vont former une structure liée au référentiel pour définir les positions et les directions. Et bien entendu, il va exister plusieurs repères suivant le nombre et les directions de ces flèches. Si l'on veut décrire le mouvement du train en ligne droite, on utilise le plus simple des repères, le repère unidirectionnel. On a besoin d'un seul axe orienté. La direction est donnée par la ligne de l'axe et le sens est donné par la flèche. On peut appeler cet axe X. On définit un point de référence sur cet axe que l'on nomme O comme l'origine. Et ensuite, on a besoin d'une unité de longueur qui va se répéter. Alors ça pourrait être la distance entre les traverses des rails, ça pourrait être un pas, un mètre, un centimètre. On est relativement libre. À partir de là, on dispose d'une direction et une unité de longueur. On peut donc définir un vecteur unitaire que l'on nomme généralement par petit i avec une flèche. Ce vecteur i a la direction et le sens de l'axe x et sa norme vaut l'unité. Elle vaut 1. Si on veut décrire le vol d'un oiseau libre dans les 3 dimensions de l'espace, on va utiliser un repère tridimensionnel. Le plus utilisé, c'est le repère cartésien, celui de Descartes. Cette fois, le repère sera constitué de 3 axes perpendiculaires les uns aux autres. Ces axes sont désignés par les lettres X, Y et Z. L'intersection des 3 axes sera l'origine du repère. On dit que le repère est orthogonal lorsque ces axes sont perpendiculaires les uns aux autres. L'angle entre chaque paire d'axes est de 90 degrés. De même, on place des vecteurs unitaires, I, J et K, le long des axes X, Y, Z. En général, les vecteurs I, J, K ont la même norme de 1, donc le repère est normé. On vient de construire ici un repère orthonormé, les axes sont perpendiculaires et les vecteurs I, J, K ont la même norme. Maintenant que nous avons décrit un référentiel et son repère, on peut déterminer complètement la position d'un objet dans l'espace. Nous avons besoin de coordonnées. Alors imaginons un point dans l'espace tridimensionnel, un point M. On introduit le point H, qui est le point projeté de M sur le plan décrit par les axes X et Y. La distance HM correspond à la coordonnée Z, qui est souvent appelée la hauteur. HM fait Z fois l'unité du vecteur K. Ici, Z serait d'environ 7. Z est un nombre scalaire. D'un point de vue vectoriel, le vecteur HM est égal à Z fois le vecteur K. De même, on introduit le point L projeté de H sur l'axe X. Donc le vecteur LH vaut alors Y fois le vecteur unitaire J. Y vaut environ 5 sur la figure. Et ainsi, la coordonnée X est donnée par OL égale X fois
le vecteur i. Si on veut exprimer le vecteur position du point M, c'est-à-dire le vecteur OM, eh bien ça va être la somme vectorielle de OL plus LH plus HM, c'est la relation de Schall. On remplace pour faire intervenir les coordonnées X, Y et Z et les vecteurs unitaires. On remet dans l'ordre et l'on obtient que OM, c'est un déplacement de X fois le vecteur I, puis Y fois le vecteur J et Z fois le vecteur K. On peut l'écrire sous la forme vectorielle, c'est-à-dire en ligne, mais aussi sous forme scalaire en donnant les coordonnées en colonne. Alors, pour ce qui est du mouvement, c'est une autre notion fondamentale en physique qui concerne le changement de position d'un objet dans l'espace par rapport au temps. Lorsque l'objet se déplace d'un point M1 à un autre M2, l'objet est en mouvement. Les coordonnées spatiales x, y, z vont donc dépendre du temps. Ce changement de position peut également être exprimé sous forme de vecteur. On va parler du vecteur M1, M2. Il se calcule à l'aide d'un vecteur position finale, ou M2, auquel on soustrait le vecteur position initiale, ou M1. Le mouvement ne se limite pas uniquement au déplacement spatial, il peut également impliquer des changements dans d'autres grandeurs physiques. Par exemple, un mouvement thermique correspondra à un mouvement de la quantité de chaleur, c'est-à-dire une variation de température. De même, dans un circuit électrique, un mouvement des électrons, ce n'est rien d'autre que le courant électrique. La trajectoire, c'est le parcours d'un objet en mouvement tracé à travers l'espace. Pour illustrer cela, imaginez un train avançant le long d'une voie droite sans dévier de son cap. La trajectoire de ce train sera une ligne droite, simple et directe. Donc les mouvements linéaires comme celui-ci sont relativement simples à décrire. Alors les trajectoires peuvent devenir bien plus complexes avec des courbes, comme on peut le voir sur les routes en ville, où les voitures suivent des trajectoires sinueuses et variées. Voilà pour les premières définitions de la cinématique. Dans une prochaine vidéo, nous explorerons en détail les grandeurs physiques qui jouent un rôle crucial dans la mécanique, la longueur, la masse et le temps. Restez à l'écoute et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.